Mesdames et messieurs, si vous me permettez, peut-être, je voudrais vous donner un peu le cri du cœur au regard du sujet qui nous intéresse. Ça n'engage que moi, Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Et après quoi, je reprendrai, si vous le souhaitez, de manière un peu plus technique et en développant davantage les différentes questions que vous venez de me rappeler à l'instant, mais je souhaiterais quand même vous adresser un mot. Je l'ai écrit pour que chaque mot ait été pesé. Voilà. Je vous remercie tout d'abord de m'accueillir à l'Assemblée nationale au sein de votre mission parlementaire en charge de réfléchir sur le droit de la nationalité en France. Cette question sur laquelle vous m'interrogez sera traitée de ma part fort d'une expérience de 25 années en Seine-Saint-Denis, auparavant 10 ans de tour du monde, comme marin, ce qui permet de saisir, me semble-t-il, les dynamiques qui sont à l'œuvre dans un département que je prétends être aux avant-postes de l'histoire de France. Et être aux avant-postes ne signifie nullement se situer dans une originalité qui resterait, comme par enchantement, strictement circonscrite à ce territoire, mais bien comme l'avant-goût de ce qui nous attend tous au niveau national, et ce, dans un temps très court, tant les bascules démographiques, à l'œuvre depuis quelques décennies, rendent les évolutions inexorables, tout au moins à vue humaine. En bon marin que je suis resté, mon devoir d'élu est le même que celui de tout commandant avant de prendre la mer, c'est de préparer son bâtiment ou son pays à toutes les éventualités de la navigation hauturière, en envisageant le pire et en espérant le meilleur. Le pire n'est jamais sûr, certes, il l'est d'autant moins qu'il a été anticipé, et le meilleur peut agréablement nous surprendre, d'autant plus qu'on l'a rendu possible. Pardonnez-moi ce préambule, peut-être prétentieux à vos yeux, mais je crains que nous ne soyons cet après-midi au chevet d'un malade en coma dépassé, et qu'à force de l'examiner, son état nous dicte l'impossibilité de le transporter, en d'autres mots et concernant le sujet précis de votre étude, qu'il n'y ait finalement non pas que peu de choses à changer à ce droit de la nationalité, mais bien davantage qu'il n'y ait plus rien à changer, tant il apparaît que finalement la question n'est plus là, le corps est encore chaud, mais l'esprit l'a déjà quitté. Permettez-moi. Non, j'espère que tout à l'heure nos débats vont permettre de voir quelques voix. Permettez-moi un premier indice pour éclaircir mon propos. L'intitulé même de votre mission d'information parlementaire porte en lui une orientation très forte qui connote de manière unilatérale la question traitée, le droit de la nationalité en France. Il est tout à fait exact qu'il y a un droit de la nationalité comme il y a un droit des affaires. Mais ce mot est déjà sûrement davantage compris comme l'existence, l'ouverture d'un droit, comme on ouvre des droits au RMI ou aux ACDIC. Deuxièmement, le petit adverbe de, droit de, éclairé par cette impression de posséder un droit sur cette matière, ce petit adverbe se prononce bien de, mais s'entend et se comprend comme un à, droit à la nationalité. Mais le législateur l'a bien voulu comme cela, en incluant, en diluant ce qui s'appelait alors un code de la nationalité dans le code civil, afin de clairement montrer que cette question de la nationalité s'envisageait davantage comme ce que les personnes pouvaient en revendiquer que sous l'aspect de ce à quoi il fallait se conformer pour se voir confirmer un État et non capter ou passivement bénéficier à son profit des avantages d'un statut. Mais se conformer à quoi? Puisqu'il s'agit du droit de la nationalité en France. C'est un droit baladeur. Aujourd'hui, il est en France, demain ailleurs ou soumis à des considérations supra- ou infranationales, Europe ou communautarisme. Ce droit de la nationalité en France, c'est un droit que l'on a désincarné et donc désintégré. Nous aurions à nous réunir cet après-midi autour du code de la nationalité française, code de la route, code de bonne conduite, code de l'honneur. J'y vois immédiatement bien plus de devoirs à respecter que de droits à faire valoir, nos droits n'étant jamais mieux préservés que par le respect par les autres de leurs devoirs. Et au moins, l'on sait non pas de quoi, mais de qui il s'agit de la France et de ce qui permet tout à la fois d'être reconnu et donc alors de se revendiquer comme Français. Mais lorsque l'on est reconnu, il n'y a plus besoin de revendiquer et tout se simplifie, mais revendiquer sans même être reconnu est bien plus hasardeux en termes de paix civile. Le drame, je pèse mes mots, de notre pays, est d'avoir abandonné le verbe être pour le verbe avoir. Le péché, l'erreur, la faute se nichent dans cette substitution. Aujourd'hui, avoir la nationalité française, c'est rajouter à une longue cohorte un ayant droit supplémentaire. Le langage populaire ne s'y trompe pas,
L'analyse, pour être crue, est néanmoins pertinente. Hélas, l'exaspération croissante ne favorise pas le discernement dans les comportements, mais les expressions français de papier et français de souche sont bien plus que des expressions, elles sont devenues des catégories mentales et rendent compte de la perception de notre société par nos contemporains. Il y a ceux qui ont la nationalité française, il y a ceux qui sont français. Je ne fais que porter le constat de ce qui se pense et se dit. Sans le cautionner, le reconnaître doit alors nous pousser à une rapide et vigoureuse réflexion, sauf à accumuler sur notre société des tombereaux de méfiance et de défiance qui minent la cohésion sociale et compromettent gravement la paix civile. C'est donc bien au-delà de ce qu'à ce jour le droit peut nous dire qu'il faut consacrer nos efforts. C'est à une réflexion que j'ose appeler métapolitique et même métaphysique qu'il faut nous hisser, car nous le sentons bien, le sol se dérobe sous nos pieds. Pour ma part, je crois que chacun des pays que compte cette terre sont autant de réalités charnelles et spirituelles, qui toutes ont une vocation particulière, je le crois très profondément. L'expression concert des nations n'est pas un vain mot, mais l'expression exacte de tout à la fois la singularité et la complémentarité de ces réalités charnelles et spirituelles qui participent à la grande symphonie humaine. Pour ma part, je crois à la vocation de la France, mais comme toute vocation, elle nous est davantage donnée plus que l'on ne l'a choisie. Et s'en écarter, c'est perdre le fil de notre histoire, c'est perdre la conscience de ce que nous sommes. Et si la grande aventure de l'Europe, c'est cette ouverture à l'autre que j'ai le devoir d'aimer, il m'a été néanmoins rappelé que je devais aimer mon prochain comme moi-même. La première urgence donc est de nous aimer, nous Français, à nouveau, de retrouver le fil et la fierté de notre histoire et de notre vocation. Le reste, pour moi, nous sera donné de surcroît. Voilà ce que ça n'engage que moi, mais... Non, mais qui est plein d'intelligence et de talent. Même si... Ah non, je l'ai bien dit tout à l'heure, je n'engage que Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, je n'engage aucune autre instance dans le propos que je viens de tenir. C'est un propos qui est très, très intéressant. Voilà. Et là, maintenant, je vous laisse la parole alors sur comment voyez-vous une évolution, non pas du droit, mais de la réflexion sur l'appartenance et l'allégeance. Bon, je vais... Alors, à juste titre, j'ai trouvé qu'il y avait quand même certaines remarques de vos propos qui étaient très judicieux. Le fait que ce soit parti dans le code civil, le fait qu'on dise avoir la nationalité française plutôt qu'être français. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que c'est l'expression populaire, mais elle traduit assez bien ce que nous pensons, pour certains d'entre nous, en tout cas, et beaucoup même, comme une vraie réalité d'évolution. Alors, puisqu'on sort le droit de la nationalité en France, parlez-nous un peu de la manière dont vous voyez l'évolution de l'allégeance, de l'appartenance à la nation. Je pense que pour aimer, pour respecter, il faut aimer. Et pour aimer, il faut connaître. Quel est le quotidien de nos jeunes, de nos populations, dans nos quartiers ou dans nos villes, et en tout cas dans des départements comme la Seine-Saint-Denis? Quel est le moment ou le nombre d'heures avec lesquelles ils sont en contact avec ce que j'appellerais la société française? Je dirais tout juste à l'école. Tout le reste du temps. Et au regard de choix personnels que je ne conteste pas, je pose un constat, ils sont en relation permanente avec la langue et la culture de leur pays d'origine. Et là aussi, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Si j'ai quitté la marine marchande au bout de 10 ans, c'est que les escales étaient trop courtes pour pouvoir continuer à visiter les pays. Et lorsqu'on me demande, mais de la marine marchande à Montfermeil, quel lien, je dis, j'étais chez eux, ils sont chez moi, et c'est le même dialogue qui continue. Et je me régale, et je ne pourrais pas être maire de Saint-Malo ou d'une autre ville, parce que c'est à Montfermeil que je suis heureux. Bon, donc les choses soient claires. Mais en même temps, c'est la réalité. Et donc, comment voulez-vous que par imprégnation quotidienne, on puisse véhiculer ces fameuses valeurs républicaines sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure pour les détailler, de voir en quoi elles peuvent être en décalage avec le mode de vie, le mode de pensée des cultures, des populations que nous accueillons.
Et donc c'est tout juste à l'école, quand on n'est pas occupé à faire de la discipline ou autre chose, que la transmission peut se faire. Tout le reste du temps, il y a dans chaque pièce de chaque appartement ou de chaque maison un écran télévision. Si c'est TF1 ou Antenne 2 qui, au sud de la Méditerranée, sont peut-être les chaînes les plus prisées des populations qui sont éprises de liberté ou d'un certain type de vie, c'est l'inverse, puisque ma plus grande difficulté dans le renouvellement urbain, c'est de m'assurer qu'à la livraison des appartements neufs ou réhabilités, j'ai bien mis mes 4 antennes satellites pour être sûr d'avoir la totalité de toutes les chaînes de télévision, et c'est la première demande, et dans les réunions de locataires, c'est la première contestation, c'est je ne peux pas avoir tel ou tel, etc. Donc il y a un écran télévision dans toutes les pièces. La langue utilisée, c'est la langue du pays. J'ai réussi à avoir, dans le cadre de la politique de la ville, et je reviendrai sur les 3 priorités de la politique de la ville que j'ai sur ma commune, des crédits particuliers pour pouvoir apprendre le français aux adultes qui sont là, mais qui ne sont pas là depuis 1 an, 5 ans ou 10 ans, qui sont là depuis 15, 20, 25 ans. Et c'est par centaines que cela se compte. J'en conclus d'abord 2 choses. Quel manque de curiosité de leur part au regard d'un pays où ils vivent, et où en tout cas où leurs enfants et leurs petits-enfants continueront de vivre. Mais quel manque d'exigence également de notre part. Et donc, après, tout se déroule, les sites internet qui sont consultés, eh bien c'est dans la langue et au regard, je dirais, des orientations du pays, sans compter les associations communautaires, on va dire, ou par nationalité, qui sont très encadrées par les consulats et par les ambassades, et selon les pays, eh bien la difficulté de s'émanciper de ces associations est plus ou moins grande. Turc et Pakistan, je dirais, c'est extrêmement quadrillé. Le Maghreb, ça l'est un peu moins depuis quelques années, etc. L'Afrique, c'est un autre fonctionnement. Bien. Et donc, on voudrait que ces populations, qui par ailleurs ignorent la notion du « je », on juge, je dirais, ces quartiers à l'aune de nos concepts qui nous paraissent évidents, mais le « je » n'existe pas auprès de ces populations-là, notamment les populations de confession, de culture musulmane, puisque c'est le nous. Dans nos sociétés judéo-chrétiennes, j'existe, j'ai une liberté, j'ai une responsabilité, et je réponds de mes actes. L'identité de ces personnes, ils la tiennent de leur appartenance à la communauté. Et on ne soupçonne pas le poids de la communauté. La même personne, je prends des exemples tout bêtes, la même personne, selon qu'elle me croise dans le quartier, au cœur du quartier, ou qu'elle me croise dans le centre-ville, ne me dit pas bonjour de la même manière. C'est très discret dans le quartier pour ne pas apparaître comme une balance, c'est beaucoup plus chaleureux lorsqu'on est entre soi. Avant les émeutes de 2005, j'habite à 70 mètres exactement de la résidence des Bosquets. Eh bien, au moment du Ramadan, il y avait une procession de familles, en plus mon épouse fait l'alphabétisation, qui venait nous offrir des gâteaux. Et on est juste dans l'angle de visée des guetteurs du trafic du bâtiment 5. Ça ne posait aucun problème. Aujourd'hui, les gens viennent en mairie ou donnent rendez-vous à mon épouse sur le parking d'une grande surface pour ne pas être vus. Et donc vous avez des gens qui sont tiraillés entre leur attirance pour certains aspects de notre civilisation. Il y a 2 aspects qui les heurtent, c'est la pornographie et l'avortement, qui pour eux, dans leur sensibilité, dans leur conscience, les heurtent considérablement. Mais à part, je dirais, ces 2 sujets majeurs qui me sont régulièrement reprochés, voire lancés la figure, en disant, lorsque je reprends quelqu'un qui ne veut pas serrer la main à une femme dans mes services ou autre, écoutez, tout de suite, ça nous est renvoyé. Mais à ceci près, donc ils sont tiraillés entre leur attirance pour notre société et la reprise en main dont ils sont la victime dans le quartier. Dans les priorités de la politique de la ville, j'en ai 3, je vais les détailler. Le troisième, c'est, je vais y revenir, c'est l'aspect culturel. Mais donc je fais beaucoup depuis la maternelle jusqu'au senior, beaucoup de sorties sur Paris pour appréhender, connaître les grandes œuvres culturelles françaises. Quand j'ai un quart de 60 mamans, et que dès qu'on a quitté la ville de Montfermeil, la moitié, pas plus, pas moins, mais la moitié retire le foulard, et qu'elles le remettent dès qu'on revient, je m'interroge, et elles me disent, monsieur le maire, c'est pas par conviction, c'est uniquement pour pouvoir vivre tranquille, et qu'on ne soit pas harcelé par ces gens qui, 3 par 3, font les cages escaliers, avec toute la graduation, c'est d'abord une visite à domicile, courtoise, une deuxième un peu moins courtoise, après c'est les lettres d'insultes et de menaces, après on va déféquer sur le paillasson des gens, ensuite on s'en prend la voiture, et cas plus extrême et plus rare, aux enfants. Et donc c'est ça la réalité dans laquelle ces personnes sont. Et donc, on a affaire à des gens qui sont totalement déchirés. C'est pour ça que je reviens sur les 3 priorités que depuis 2002 j'ai mis en place sur ma commune. 1, apprentissage du français. Mais derrière l'apprentissage du français, c'est les codes, les us et coutumes. C'est-à-dire que c'est pas béa, bas, c'est
nécessaire et indispensable. Mais ce qui est encore plus nécessaire, c'est le savoir-être. Et on le voit bien au niveau de nos jeunes de la mission locale. Ce n'est pas des stages de savoir-faire qu'on leur propose. C'est exclusivement des stages de savoir-être. Reconnaître et connaître les codes qu'une économie moderne demande. Et bien là, c'est pareil pour les parents, pour qu'ensuite on puisse, à partir de leur maîtrise du français, les resituer dans leur rôle de parents, dans leur responsabilité de parents. Mais lorsque c'est l'enfant qui fait l'intermédiaire entre les parents et les institutions, c'est sûr que l'enfant est en position de force. Et que la non-maîtrise du français renforce cela. Dès lors que le français est acquis, à ce moment-là, l'enfant reprend son rôle d'enfant et le parent peut plus facilement reprendre son rôle de parent, dès lors qu'on a aussi identifié que les systèmes éducatifs auxquels ils ont été habitués dans leur pays et qui ont toute leur pertinence ne sont pas transposables en l'état dans notre pays. En Afrique subsaharienne, tout adulte se sent responsable de l'éducation de tous les enfants, que ce soit les siens ou pas les siens. Et c'est ainsi que les choses fonctionnent, et elles fonctionnent bien. S'imaginer que ce système, qui a toute sa valeur en Afrique, est transposable en l'état dans nos quartiers, non. Il faut expliquer aux parents qu'ils ont une relation quasi exclusive dans l'éducation de leurs enfants, etc. Troisième élément, c'est l'aspect culturel des choses. Et je dis que l'enjeu dans nos banlieues, il n'est pas social, il n'est pas économique, il n'est pas urbain. Il est avant tout culturel, voire dans un certain nombre de cas, marginal encore, mais en progression tout de même, et donc il faut quand même s'en inquiéter, culturel. Bien. Et que donc c'est véritablement l'aspect culturel qui prédomine. Et je ne cesse de développer de la maternelle au troisième âge, eh bien, des sorties sur Paris pour que ces personnes puissent s'imprégner et appréhender les réalités culturelles, historiques de notre pays. Paris est pour ça fantastique au regard de tout ce qu'elle recèle. Voilà les trois priorités, et je n'en démords pas, parce que tout le reste, pour moi, est un peu en découle. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter le renouvellement urbain, on est en plein renouvellement urbain, mais on en est aujourd'hui à devoir apprendre à des personnes comment user tout simplement d'un appartement. C'est pas dans leur façon de voir. Chez nous, on a trois espaces, l'espace privé, l'espace public et l'espace privé collectif. Bon, ça ne pose aucun problème à nous tous. L'espace privé est un espace sacré, l'espace public n'existe pas. Voilà. Et donc, si on n'explique pas à ces gens que nous, on vit dans trois espaces différents et que ces trois espaces, je dirais, méritent d'être respectés de la même manière, eh bien, on arrive à réhabiliter des immeubles et à voir que quelques années après, il faut recommencer. Voilà pour les affaires. Mais le je et le nous et le poids de la communauté, si on ne le prend pas en compte, je crains qu'on demande des efforts surhumains à des personnes qui seraient de parfaite bonne volonté, mais qui en sont empêchées, et des fois physiquement empêchées, sévèrement empêchées, par le poids de la communauté. Voilà. Alors, si on reprend les valeurs républicaines, j'y ajouterai la liberté, égalité, fraternité, laïcité. Liberté, oui, mais la notion de liberté de conscience, qui chez nous ne se discute même pas, n'existe pas dans la culture musulmane. Elle n'existe pas. Elle est toujours punie dans un certain nombre de pays de différentes peines. En tout cas, en France, si les peines juridiques n'existent pas, c'est la mort sociale. Le nombre de personnes que j'ai dû exfiltrer parce que des choix personnels les avaient amenés à évoluer au regard de leurs croyances d'origine, eh bien c'est une mort sociale où les personnes doivent tout refaire, et c'est extrêmement difficile de les accompagner parce qu'effectivement il y a tout à refaire. L'égalité, chez nous, évident. Mais l'égalité homme-femme, fondamentalement, ne se perçoit pas chez eux de la même manière que chez nous. Là aussi, c'est un constat, c'est pas un jugement de valeur. Mais quand on est enraciné et que ces lectures, les émissions de télévision, les sites internet que l'on constitue, les prêches que l'on peut entendre, la littérature auquel on peut accéder, et je vous invite à vous rendre sur le marché de Clichy-sous-Bois, Montfermeil, le marché forain, et de voir ce qui est en vente libre, voilà, enfin, c'est impressionnant. Donc là aussi, on est sur un hiatus majeur. Fraternité, c'est plus difficile à commenter, sinon qu'éventuellement sur la discrimination positive, il faudrait être très prudent. Et la laïcité. Alors, laïcité, moi j'entends bien, alors je vais définir 30 secondes ce mot-là, c'est la distinction pour moi de l'ordre, la distinction, pas la séparation, la distinction de l'ordre spirituel et de l'ordre temporel. Le laïcisme, qui est pour moi la relégation de l'ordre spirituel exclusivement dans la sphère privée, pour moi c'est un peu de l'athéisme déguisé, mais pour moi le laïcisme nourrit le fondamentalisme. Le laïcisme nourrit le fondamentalisme. La distinction des deux ordres me semble beaucoup plus
la reconnaissance de cette double affiliation de l'homme. Alors après, il a la foi, il n'a pas la foi, il croit pas, il n'y a nulle obligation à cela, mais cette relégation, cette violence faite, je dirais, de la relégation du fait religieux exclusivement dans la sphère privée, sans aucune expression possible dans le public, je dirais, nourrit le ressentiment et donc le fondamentalisme. J'attire votre attention là-dessus. Pour moi, la laïcité, c'est la saine distinction entre l'ordre temporel et l'ordre spirituel. Bien. Sur la question de repentance, de victimisation et de discrimination positive, je n'y reviens pas. Je sais qu'un certain nombre d'orateurs, et avec beaucoup plus de talent que je ne pourrais le faire, je pense à Malika Sorel notamment, sur lequel je partage ces points de vue, je dirais, si on passe notre temps, depuis la maternelle, à dire vous êtes les victimes du racisme, de la xénophobie, du colonialisme, du ceci, du cela, etc., je suis une victime. Si je suis une victime, j'attends réparation. Et donc, j'attends réparation, c'est que j'attends que ce soit l'extérieur qui vienne vers moi pour réparer. Et donc, vous ne mettez pas ces personnes-là sur une dynamique où quelle est ma part, je n'ai pas dit toute, quelle est ma part de responsabilité dans la situation qui est la mienne. Et donc c'est totalement délétère en termes de volonté. Comme l'expression ascenseur social, il n'y a pas un de vous qui un jour a appuyé sur un bouton et du sous-sol s'est retrouvé au 10e étage. Ce n'est pas vrai. Tous vos parcours, quels qu'ils soient, eh bien ce sont des heures et des heures d'efforts, de travail, de machin, de ceci, et on s'est pris des beignes comme tout le monde, et voilà. Bon. Alors, voilà. Mais je dirais la tournure psychologique dans laquelle on peut mettre ces personnes au regard d'une mauvaise compréhension de l'histoire ou des faits générateurs qui auraient pu causer l'état dans lequel ils sont est absolument délétère, ça désarme les volontés et ça fait des gens qui attendent tout de la société ne pourra jamais donner tout et que ne donnant pas tout, eh bien on se rebelle beaucoup plus facilement contre elle. Les trois priorités, j'en ai parlé, les enjeux socio-économiques, urbains, culturels, j'en ai parlé. Alors sur la double nationalité, tant que la double nationalité reste, je dirais, quantitativement relativement marginale, moi ça ne pose pas de souci plus que ça. Mais effectivement, au regard des flux migratoires importants de ces dernières décennies, c'est loin d'être marginal quantitativement. Alors après, je crois qu'il faut faire un examen qualitatif. Je vois trois critères à prendre, la distance culturelle, la distance socio-économique et la distance stratégique. En gros, double nationalité à l'intérieur de l'Europe, j'y vois pas de difficulté. Je crois que la dynamique européenne fait que nos pays sont durablement, je l'espère en tout cas, à l'abri de conflits majeurs et de dissensions majeures, je le souhaite. En tout cas, je ne pense pas qu'on reconnaisse ce que l'on a pu connaître dans les dernières guerres avec l'Allemagne notamment. Mais, première chose. Mais, dès lors que vous éloignez, franco-américain, franco-japonais ou franco-chinois, c'est là que je dis la distance stratégique. Attention à jusqu'à quel niveau de responsabilité ou politique ou sur des aspects vitaux, économiques vitaux de la nation, on peut jouer avec cette double nationalité parce qu'à un moment donné, il peut y avoir le problème d'une double allégeance et de difficultés sans nom. Donc là, je crois que c'est des cas particuliers, mais il faut s'en soucier. Ensuite, sur la distance culturelle, eh bien, là, effectivement, il y a un moment donné, là aussi c'est un constat, ce n'est pas un jugement, on est dans la civilisation du je ou on est dans la civilisation du nous. Et que la double appartenance du je et du nous, à un moment donné, demandera, pour rester dans le je, si le nous est un peu agrippant, un courage qui n'est pas donné à tout le monde. Et je ne blâmerai personne de ne pas l'avoir au regard du poids que peut... voilà. Et donc, il faut savoir qu'il y a une concurrence, et non pas une complémentarité, entre le je et le nous. Quant à la distance socio-économique, on est tous fait pareil, attention à ce que ce ne soit pas, effectivement, l'assurance d'un statut plus avantageux qu'un autre. Voilà les trois précautions que je mettrai. Sur la question du communautarisme, enfin des communautés, puis maintenant du communautarisme, voire de diaspora qui s'organise. Quand vous regardez les travaux d'Edgar Morin, le sociologue, quand vous regardez les travaux de l'ONSUS, l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, quand vous regardez tout simplement les travaux de l'INSEE, recensement après recensement, c'est la spécialisation des territoires qui veut que les populations se regroupent par affinité culturelle, à un point tel que ce que l'on appelle de nos voeux la mixité ne joue plus, ou alors il faut essayer de la créer artificiellement et c'est extrêmement coûteux, lent et aléatoire, et que donc on est sur des logiques démographique, d'organisation du territoire,
qui renforce le phénomène avec, je dirais, une vitesse exponentielle et qui désamorce entièrement tous les faits que les politiques publiques voudraient avoir en direction d'eux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'école est le seul moment où éventuellement ils ont un lien avec la langue française et la culture française. Tout le reste du temps, c'est la culture de l'entre-soi. Mais c'est vrai à Versailles de l'autre côté. Et quand je fais des conférences à Versailles sur ces sujets-là, je leur dis vous faites fausse route. Je dirais, bon, alors on a fait un choix personnel avec mon épouse, avec nos 7 enfants, de rester en Seine-Saint-Denis, alors que, voilà. Mais parce que je disais, c'est en allant au contact qu'on arrivera, dans cet échange, me semble-t-il, à essayer de faire quelque chose. Mais si chacun se remet, comme c'est actuellement les tendances lourdes, et heureusement, c'est un autre sujet, mais le Grand Paris, j'espère, permettra de rééquilibrer ce qui se passe, je dirais, malgré nous, malgré les pouvoirs publics. Mais autrement, on va avoir des blocs, des entités, et là, ce sera impénétrable. Et là, on sera sur des logiques qui nous échapperont. Et puis, les mécanismes du Code de la nationalité étant ce qu'elles sont au regard de la naissance, au regard des mariages, et les flux migratoires étant ce qu'ils sont et ce qu'ils ont été, vous savez bien que les introductions en France pour cause de mariage doublent tous les 10 ans et qu'on est à peu près à 60 000 aujourd'hui par an. On a, je dirais, dans 10 ans, on sera quasiment à plus de 100 000. Enfin, on est sur des difficultés parce que gouverner, c'est prévoir, et les logiques démographiques, ce sont des logiques très lentes, mais elles sont extrêmement puissantes. Et donc, je crois qu'il faut quand même aujourd'hui bien regarder quels sont nos enjeux et qu'est-ce qu'on aura à gérer dans 10, 15 ou 20 ans. C'est demain. Voilà ce que je pouvais rapidement vous dire. Sentiment d'appartenance, j'ai beaucoup de mal à le commenter. Sentiment, déjà, il faudrait définir ce que c'est qu'un sentiment. Et appartenance, c'est très vague. Je me méfie de ce terme-là, qui voudrait rassurer à bon compte, mais qui n'a pas de contenu précis et opposable. C'est en cela que je ne veux pas le commenter, car il est pour moi beaucoup trop flou.